bonjour à tous. Donc moi je suis Samira Bousseta, je travaille pour la Commission européenne à la DG marché intérieur, industrie, PME, entrepreneuriat et qu'on appelle entre nous DG Gros. On m'a proposé et j'ai accepté avec plaisir d'animer cette table ronde sur un sujet qui nous intéresse nous à la DG Gros directement, puisque moi je suis en charge des achats publics stratégiques, c'est-à-dire d'accompagner les acheteurs publics au sein de l'Europe à orienter leur budget achat vers des solutions plus innovantes et plus durables. Du coup, effectivement, la transition pour moi, elle est toute faite, puisque vous avez vu dans les chiffres qui ont été présentés précédemment, 12 milliards pour les collectivités, juste au niveau français en termes d'investissement pour l'achat ou pour le développement de services publics plus modernes et plus durables. C'est quand même intéressant de le savoir. Et dans le cadre de cette table ronde, ce qu'on va essayer d'explorer ensemble, c'est justement comment on accompagne aujourd'hui les collectivités, comment aussi on accompagne les entreprises pour qu'elles travaillent avec les administrations publiques, les acheteurs publics pour développer effectivement des services publics plus innovants, plus durables et surtout qui répondent aux challenges qu'ils rencontrent aujourd'hui. Donc je suis entourée aujourd'hui de nos interlocuteurs, Ania De Cunto, qui donc travaille pour Eurocities, qui nous présentera en quelques mots quelle est cette association. Depuis 2013, donc vous travaillez sur des projets et des initiatives européennes pour soutenir les villes dans le développement de stratégies et de politiques durables. Et aujourd'hui, vous collaborez au développement d'un gros projet que la Commission européenne finance, qui s'appelle le projet Big Buyers, et qui vise donc à développer un réseau de grands acheteurs publics européens pour les aider à gagner en maturité sur ces enjeux de changement climatique. Mathieu Lefort, vous travaillez donc depuis plus de 20 ans au service de l'accompagnement des entreprises à l'international. Tout d'abord, vous avez eu des fonctions à l'international, notamment en Asie, au sein de la mission économique de Taipei, avant de diriger les bureaux de Business France à Hong Kong. Donc, ce serait intéressant aussi d'avoir votre expérience de ce qui se passe en Asie. Et puis, depuis 2018, vous occupiez les fonctions de directeur au département Industrie et Clean Tech au sein du siège parisien donc, de Business France. Et depuis c'est récent, depuis début octobre, vous dirigez le nouveau département expertise sectorielle qui sera donc le garant de la relation avec les écosystèmes sectoriels au sein de Business France. Philippe Rapin, vous êtes donc le cofondateur et le PDG de Urban Radar. Vous nous présenterez ce que votre start-up développe. Avant de fonder Urban Radar, vous avez travaillé à San Francisco différents postes de direction chez Mott MacDonald, donc l'une des plus grandes sociétés de conseil en ingénierie. Et puis Ariane Angelier, vous êtes directrice de recherche, innovation et internationale au CEREMA. Et avant d'être au CEREMA, vous avez occupé plusieurs postes d'expertise dans des établissements publics de recherche. Et donc vous avez quand même aussi une expertise assez intéressante sur comment plugger la recherche et aussi les besoins de collectivités. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais que vous nous disiez chacun à votre tour, présenter un petit peu votre organisation et surtout par rapport à ce sujet, comment vous accompagnez, que ce soit côté entreprise ou les collectivités, sur ces sujets de transition écologique. Et on peut commencer par Ariane. Vous pouvez nous parler peut-être aussi un petit peu du CEREMA Lab que vous avez évoqué lors de nos échanges. Merci beaucoup. Donc oui, quelques mots déjà sur le CEREMA avant d'arriver jusqu'au CEREMA Lab. Donc le CEREMA, c'est un établissement public d'État qui a pour mission de l'expertise et de l'ingénierie territoriale dans plusieurs domaines, donc bâtiments, mobilité, infrastructure des transports, mais également environnement et risque ou encore mer et littoral. Et donc tout ceci s'appuie sur une expertise avec de la recherche scientifique, puisque nous avons 12 équipes de recherche réparties sur le territoire.
Et donc, au-delà de ça, nous avons effectivement des actions que nous menons vers les entreprises, donc au travers de 2 éléments, l'Institut Carnot Climadapt qui est au CEREMA, et également ce que vous venez de citer, donc le CEREMA Lab, qui est un dispositif d'accompagnement des projets innovants, qui identifie des entreprises innovantes qui peuvent apporter des solutions concrètes aux collectivités. Donc voilà un petit peu, et j'ajoute que le CEREMA Lab a été lancé il y a 2 ans justement au Meetup Green Tech en 2020, et que depuis, il est donc labellisé Green Tech Innovation, et que dans ce cadre-là, depuis 2020, eh bien, on a lancé 3 appels à projets, donc c'est une illustration concrète de ce que vous évoquiez, avec des appels à projets au niveau national, au niveau régional, c'est au niveau de la région Grand Est, puis au niveau thématique avec le CHOM. Donc là, pour finir cette petite présentation, j'ajouterais que ça a été assez révélateur de l'enthousiasme, puisqu'on a eu 180 entreprises qui ont déposé des projets. Et puis, pour finir ces quelques mots, enfin, j'ajoute que le CEREMA change sa gouvernance, puisque avec la loi 3DS, on évolue, et donc on a désormais la possibilité pour les collectivités d'adhérer au CEREMA, et donc on se trouve dans un rôle de facilitateur dans ces relations entre collectivités et entreprises encore plus prégnant. Voilà. Merci. Mathieu Lefort, pourriez-vous nous présenter Business France, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais particulièrement le rôle aussi de votre nouvelle direction? Alors, bonsoir à toutes et à tous, merci. En quelques mots, Business France, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette agence, a 3 missions. La première, c'est de contribuer à l'internationalisation des entreprises françaises. La seconde, c'est d'attirer les investisseurs étrangers sur le territoire national. Et la troisième, c'est de contribuer à la promotion de l'image économique de la France. Donc, évidemment, c'est pas une surprise pour vous, hein. Tout de suite, pour moi, la réponse à la question que vous posez, c'est oui. Le Green New Deal des métropoles européennes constitue une opportunité pour les Green Tech françaises, et on va essayer de vous en convaincre, puisque c'est notre mission de vous accompagner et de vous aider à tirer ces opportunités. Et pour terminer peut-être uniquement sur le nouveau département que j'anime, c'est l'animation des écosystèmes. C'est s'assurer justement que nous sommes un opérateur, un outil à la disposition des industriels, des entreprises, en allant au contact avec les écosystèmes, que ce soit les ministères techniques, les fédérations, les organisations professionnelles, les grands groupes, avoir la certitude que notre offre soit bien au diapason afin de répondre aux besoins des entreprises et qu'elle soit le plus adaptée possible à leurs besoins pour leur permettre de se développer à l'international. Merci. Alors, puisque cette table ronde est aussi sur le sujet des métropoles européennes, nous sommes ravis donc d'avoir Anya Dacunto qui représente ici Eurocities et qui peut justement un petit peu préciser quelle est l'action, l'activité de cette association, combien vous avez de membres, voilà. Bonsoir à tout le monde. Désolée pour mon français, je commence avec ça. Moi, j'habite à Bruxelles depuis beaucoup d'années, mais le français, c'est pas ma langue maternelle. Alors, Eurocities, c'est le réseau des grandes villes européennes. On a plus de 200 villes. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit pour grandes villes européennes, les métropoles françaises, mais aussi les grandes villes de plus de 200 000 habitants. C'est eux vraiment qui ont le pouvoir de changer et de faire beaucoup de politiques au niveau local quand on parle de transition climatique. Mais nous, on travaille sur tous les sujets qui sont en intérêt pour les villes, la culture, l'intégration sociale, mobilité, énergie et surtout développement durable et achat public. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Dans une partie, on représente les villes quand on parle qu'ils ont des soucis avec surtout des politiques européennes. On parle beaucoup de la politique des achats publics. Qu'est-ce que ça marche pas, comment on peut faire pour l'avancer, qu'est-ce qu'on peut faire pour les villes pour utiliser cette politique d'une manière plus stratégique. Et de l'autre côté, on met vraiment les villes l'une avec l'autre pour partager des expériences, qu'est-ce qu'on peut faire pour, encore une fois, faire des achats publics plus innovantes, qu'est-ce que ça marche pas, qu'est-ce qu'on doit changer. C'est vraiment ça les deux côtés. Et dans ce cas-là, on travaille sur beaucoup des initiatives qui sont vraiment financées par l'Union européenne. L'initiative sur la transition du climat, sur la mobilité et surtout sur les big buyers. Est-ce que ça va si je le présente maintenant ou plus tard? Après les big buyers. Merci beaucoup. Et donc, Philippe Rapin, vous êtes celui qui va représenter un peu le monde des startups dans ce débat. Peut-être vous pouvez nous présenter ce que Urban Radar propose comme service aux collectivités. Absolument. Bonsoir à tous. Donc,
C'est vrai que Urban Radar est lauréat du CEREMA Lab et Green Tech aussi, donc nous sommes ravis d'être là. En fait, Urban Radar est une société technologique qui aide les villes à prendre de meilleures décisions avec la donnée. Et on s'intéresse en particulier à réduire le nombre de kilomètres parcourus pour l'impact environnemental que ça représente. Moi, je viens à la base du monde de la planification urbaine, planification des transports. Et ce que je voyais, c'est que les villes ou les bureaux d'études, les consultants, finalement, n'utilisent pas au maximum la donnée qu'ils pourraient utiliser. Et donc, au final, sont quasiment aveugles pour prendre des décisions. Et dans ce cadre-là, en se focalisant sur la réduction des kilomètres, on a créé Urban Radar à San Francisco à l'époque pour se relocaliser en France il y a 2 ans pour le marché européen. Et du coup, on s'intéresse par exemple sur les sujets logistiques qui sont des gros sujets d'impact environnementaux. On va aider les collectivités à comprendre les flux logistiques pour qu'elles puissent mieux piloter leur politique d'aménagement, de réglementation ou d'investissement. Donc c'est ce qu'on fait par exemple à Strasbourg autour de la cyclologistique ou dans des agglomérations plus rurales, typiquement à Béthune-Bruay au sud de l'île La Cabalère. Et autrement, d'un point de vue DevEco, par exemple, on va s'intéresser au sujet de proximité, qui est aider les territoires à mieux comprendre la répartition des différentes fonctions sociales sur un territoire pour les aider du coup à réaménager aux besoins pour du coup améliorer la qualité de vie des citoyens et réduire les distances à parcourir pour accéder à ces fonctions sociales. Donc c'est ce que fait Urban Radar et on travaille donc en France, mais également énormément en Europe dans 5 pays. Merci. Eh bien, sur cette table ronde, j'avais envie de vous emmener sur une première question qui, pour moi, me semble très intéressante. On a beaucoup évoqué dans la présentation précédente, qui était pour moi vraiment assez éclairante, sur les opportunités de business pour les entreprises et notamment au travers de l'investissement public. Et donc, on sent bien que le Green Deal et donc tous ces objectifs qui sont fixés à horizon 2030 et à horizon 2050 vont amener la nécessité de revoir énormément la manière dont on va collaborer, dont tous les acteurs vont collaborer ensemble. Et dans chacune de vos organisations, vous développez un certain nombre d'activités pour accompagner ce mouvement. Je commencerai plutôt d'abord côté entreprise et peut-être par Mathieu Lefort. Comment Business France accompagne les entreprises dans le développement de leurs services par rapport à leurs clients pour justement accélérer cette transition? Est-ce que vous voyez les entreprises aussi développer un certain nombre de services autour de leur core business? Alors, peut-être avant, enfin, évidemment, notre ambition est de les projeter, on en reparlera tout à l'heure, mais avant de les projeter, et c'était vraiment très éclairant la présentation précédente qu'on a eue, il faut les aider à prendre conscience de l'état, enfin de la situation des différents marchés et des opportunités qui se présentent sur ces différents marchés. C'est un petit peu l'ADN de notre institution. On a 74 bureaux dans 55 pays et on se repose essentiellement sur nos bureaux qui sont, alors pour l'essentiel, pour faire court, les services commerciaux dans les ambassades, qui sont nos yeux et nos oreilles, qui sont là pour tisser des relations avec les donneurs d'ordre locaux, les connaître, comprendre leurs besoins, identifier les opportunités. Une fois qu'on a identifié ces opportunités, évidemment, on n'est pas là uniquement pour les stocker et pour se faire plaisir. Notre objectif, notre ambition, c'est de diffuser cette information le plus largement possible. On a un site internet, enfin, et là aussi on y reviendra tout à l'heure, puisque nos équipes sont là pour produire du contenu qui est accessible gratuitement et qu'on diffuse gratuitement sur un site teamfrance-export.fr. Sur lequel, je me suis amusé à regarder tout à l'heure, on a plus de 7000 entrées qui ont été déversées depuis le début de l'année, dont plus d'1 millier sur la thématique de la ville durable. Et j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui concernent l'Europe. Évidemment, l'Europe est pour nous une zone, évidemment prioritaire. Depuis la crise de 2020, beaucoup d'entreprises ont réduit leur action à l'international et se sont concentrées sur leur marché domestique. Évidemment, les plans de relance
ces Green New Deal qui ont été mis en place dans beaucoup de pays européens ont constitué pour nous de nombreuses opportunités. Et si, pour vous donner envie d'aller jeter un œil, d'aller voir, si vous allez voir sur cette plateforme qui est à double entrée, à la fois que vous pouvez filtrer par filière sectorielle, c'est-à-dire que si vous vous intéressez à l'agriculture, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous allez pouvoir rentrer par cette filière, ou par la santé, par la ville du Rhin, par l'architecture, et ensuite par marché. Et vous allez trouver les informations. En Europe, on s'est focalisé sur 3 grandes zones sur lesquelles on pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Évidemment, sur la zone méditerranéenne, Italie, Espagne, avec beaucoup d'investissements. Sur la zone nordique, et notamment la Suède. Sur l'Europe centrale, on y reviendra tout à l'heure. Et juste à titre d'exemple, si vous regardez sur ces marchés-là, vous allez voir qu'en Italie, un plan de relance de plus de 57 milliards a été mis en place, dont 34 milliards pour des nouveaux projets. Et on va vous donner des informations sur les priorités. Évidemment, on parlait de transition énergétique, il y a des projets dans les ENR, dans l'hydrogène, dans la mobilité durable. Il y a parmi les priorités, il y a également l'efficacité énergétique, la requalification des bâtiments, on en a parlé tout à l'heure, la protection des territoires, et puis il y a l'agriculture durable que vous évoquiez tout à l'heure, avec des solutions évidemment également dans l'économie circulaire qui sont recherchées. Ça, c'est un premier point. Un autre exemple, je parlais de la zone nordique, vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur l'exemple de la Suède, où on a entendu plusieurs interlocuteurs parler de neutralité carbone. Stockholm a l'ambition de devenir neutre en émissions de carbone d'ici 2040. Göteborg, qui est la deuxième ville, d'ici 2030. Là, avec beaucoup de projets liés à la mobilité, au transport public, au développement de mobilité douce, éco-responsable, ce genre de choses. Donc on va vous donner des informations pour vous donner envie et vous aider à prendre conscience des opportunités sur ces marchés. Et c'est peut-être la première chose qu'on fait, et on reviendra peut-être tout à l'heure sur la projection. Merci. Philippe Rapin, vous pourriez nous donner un peu un retour d'expérience sur quand vous collaborez avec des collectivités, des administrations publiques. Selon vous, qu'est-ce que vous devez faire pour vraiment les embarquer dans ces ambitions qui ont été l'objet des discussions de cette journée? Est-ce que vous voyez qu'il y a une nécessité quand même d'avoir une approche pédagogique, d'évangéliser un petit peu? Vous sentez aussi que c'est votre rôle en tant que start-up engagée? Oui, alors, donc effectivement, nos clients sont les collectivités. Ce qu'on voit tout d'abord, c'est le décalage entre le discours et les ambitions environnementales et la mise en place sur le terrain. D'un point de vue concret, il y a souvent un décalage qui est, mais concrètement, comment une ville va mettre les choses en place. Donc, effectivement, on intervient énormément, pour reprendre votre mot, en tant qu'évangélisateur, comme ça qu'on dit. Donc, on évangélise les clients, on fait beaucoup c'est pas de la formation, mais on les accompagne. C'est quasiment du conseil type AMO pour notamment les accompagner sur la définition des besoins, sur comprendre ce qui est possible de faire aussi et des nouveaux usages avec les innovations. Et aussi, il y a tout cet accompagnement qui vient de mettre en place des écosystèmes. Donc en fait, on structure des écosystèmes pour que notre client public, pour accompagner l'ambition de notre client public. Donc du coup, on se retrouve nous en tant que start-up tech à devoir faire toute cette partie. Alors, on peut appeler conseil, ce qui est une bonne nouvelle quand on est une start-up, ça veut dire qu'on est payé pour ça. Ou business développement si on n'est pas payé pour ça. Mais le seul truc, c'est que, je ne sais pas à qui s'adresse le message là, mais le seul truc, c'est que toutes ces startups qu'il y a à l'étage, celles qui travaillent avec les villes, bien souvent, doivent faire cette évangélisation. Ça coûte du temps, de l'argent, sauf que les startups ne sont pas sur les mêmes critères temps, n'ont pas les mêmes budgets. Et moi, ma crainte pour l'écosystème, en étant engagé, c'est que des super startups s'essoufflent, meurent, simplement parce qu'elles font cet accompagnement, elles ont besoin de le faire, et puis ensuite il y aura une nouvelle vague de startups qui va venir, mais c'est dommage de perdre des talents et cette énergie très positive qu'on a aujourd'hui.
Donc effectivement, même quand on a identifié des opportunités de business, il va y avoir ce rôle que l'entreprise innovante va devoir endosser, qui est d'aller accompagner particulièrement les donneurs d'ordre publics pour les amener à comprendre ces enjeux de changement qui sont absolument nécessaires. Et voilà, c'est une approche très différente, je dirais, que celle qu'on a dans une relation normale de business. Du coup, côté plutôt secteur public, donc Ariane au CEREMA, est-ce que vous voyez émerger des débuts de partenariat justement entre ce qui est issu de la recherche, le monde du business, les startups mais aussi les collectivités? Est-ce que vous voyez ce maillage se faire doucement? Alors, je pense qu'il faut déjà partir du constat, en fait, qui vise à simplement constater que les collectivités achètent de plus en plus de solutions innovantes, de logiciels, que ce soit, alors tous plus ou moins, tous les exemples que je vais citer sont vraiment dans l'ère du Green Deal et de la transition écologique, mais on peut citer par exemple des achats de logiciels ou de solutions innovantes sur tout ce qui est gestion du trafic routier, donc aménagement en ville durable. Hein. On peut citer aussi des exemples sur tout ce qui est mesure de la nuisance sonore, ça on en est tous conscients dans des grandes villes, dans des métropoles. On peut citer d'autres exemples encore, je prendrai l'analyse de la qualité de l'air, hein, qui n'est pas un élément neutre. Voilà, ou encore des choses sur le foncier, le bâti, en termes énergétiques, on a tout ça en tête. Donc tout ça, ça se situe vraiment dans cette mouvance de la transition écologique. Et ce qu'on constate de prime abord, c'est que les collectivités achètent de plus en plus ça, parce qu'il y a une demande de citoyens, etc. Et donc là-dessus, oui, en tant qu'acteur public, bien sûr, on constate des éléments prégnants, et nous, en tant que CEREMA, on se positionne vraiment comme tiers de confiance. Donc c'est tout l'objet du CEREMA Lab, mais pas que. Au-delà, en interne au CEREMA, c'est très global comme positionnement, comme tiers de confiance, parce que en fait, l'idée, c'est d'aider les collectivités à analyser ces solutions innovantes pour, et puis ensuite à les mettre en œuvre. Donc voilà, on pourrait prendre encore plein d'exemples. Moi, j'avais envie d'en prendre un en particulier pour mettre en exergue autre chose qui est de l'ordre du gain collectif. Alors, je prendrai un exemple qui est celui du programme Interlude, donc dont le CEREMA est acteur, mais pas que. Hein, il y a aussi l'ADEME, la DGTM et d'autres. Donc, quelque chose qui se déroule sur quelques années et en fait, qui vise à accompagner une cinquantaine de collectivités territoriales avec des acteurs économiques dans le cadre de mise en place de transport de marchandises en ville. Donc, c'est au travers de ce qu'on appelle des chartes de logistique urbaine durable. Et donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de ce programme, avec cette cinquantaine de collectivités territoriales, il y a eu des échanges de pratiques, de bonnes pratiques, évidemment, et puis un recensement des startups qui étaient identifiées par le programme, dont faisait partie, comme c'était rappelé tout à l'heure, Urban Radar, qui était aussi lauréat de notre deuxième appel à projet. Mais au-delà de ça, ce que je voulais mettre en exergue, c'est que le gain collectif, c'est pour les collectivités et leurs entreprises, donc l'amélioration vraiment de la solution innovante et en même temps l'amélioration de la pratique. Et donc, très simplement et très prosaïquement, il y a eu un catalogue de solutions innovantes qui est accessible en ligne et qui émerge de ce programme. Et donc, Ania, avec Eurocities, est-ce que vous voyez au niveau européen toutes ces métropoles, comment elles s'organisent pour justement collaborer avec ce tissu économique que représentent les startups de la green tech au niveau européen? Qu'est-ce qu'elles développent aussi comme service pour aussi attirer ces startups qui souvent, bien entendu, travaillent sur des sujets qui concernent directement les acteurs publics? Oui, beaucoup a déjà été dit. En fait, on a beaucoup de villes en Europe qui sont presque beaucoup plus ambitieuses du niveau national. Ils ont des objectifs du climat neutralité qui c'est 2025 pour Copenhague, 2030 pour beaucoup de villes. Vraiment, mais parfois, il nous dit qu'il manque la technologie, qu'il manque vraiment des services et technologies qui font pour arriver à cette plan de climat. Et clairement, c'est là que les villes savent très bien que c'est les startups et les SMI qui pourront fournir cette nouvelle solution. Mais il nous dit aussi qu'il y a, c'est la plus difficile en fait. Il faut créer ces liens qui sont pas des liens qui sont vraiment stables et qui vont bien travailler. Je voulais partager en fait 5 expériences de 5 villes européennes un peu partout en Europe qui vraiment essayaient de favoriser la collaboration, les startups, les SMEs, mais aussi les grandes industries. Et je vais faire un peu de franglais, mais la première partie, c'est vraiment le financing
ça c'est beaucoup de villes maintenant qui font ça, mais c'est vraiment l'exemple de la Berlin Innovation. C'est le moyen de créer un endroit où tous les startups vraiment pourront se montrer pour pour avoir accès au capital. Ça semble très facile, très concret, mais ça a posé beaucoup de bons résultats. La deuxième chose que les villes européennes font, c'est enabling. C'est fournir un endroit où les startups, encore une fois, les grandes entreprises pourront partager ensemble un endroit pour faire des démonstrations réelles des nouvelles technologies. Ça, c'est une chose qui a fait, par exemple, Riga avec un projet Refresh. La troisième, c'est Connecting. C'est une plateforme de la ville de Lisbonne qui, encore une fois, c'est juste une plateforme où les entreprises, les SMEs, les startups et les acheteurs publics pourront se rencontrer pour voir cette nouvelle technologie. Quatrième, c'est upskilling. Ça, c'est une chose qui a fait la ville de Grenoble. Il a tout un programme ça marche beaucoup avec l'intelligence artificielle. Et vraiment, tous les chercheurs de l'intelligence artificielle vraiment être connectés avec toutes les entreprises de l'économie de Grenoble. Et le cinquième, la plus importante, c'est Policy. Ça, c'est une chose qui a fait la ville de Milan, qui vraiment va réutiliser tout l'espace de Expo Milan. Et encore une fois, pour connecter tous les acteurs de recherche, d'investissement et de travail. Et financing, enabling, connecting, upskilling, policy, en fait, sont les 5 endroits de la nouvelle aussi politique de l'innovation de l'Union européenne. Et sont en fait 5 actions qui se semblent très faciles à faire, mais finalement pas autant de faciles. Oui, effectivement. Et puis en plus, quand on essaie de connecter au niveau européen, c'est pas non plus c'est pas toujours très évident. Maintenant qu'on a, je dirais, un petit peu dégrossi le paysage des différentes activités que vous menez ou de l'accompagnement que vous réalisez, de manière beaucoup plus opérationnelle, qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, je vais plus m'adresser à Mathieu Lefort et Anya et Ariane sur, vos organisations. Qu'est-ce que vous mettez en place comme outil? Peut-être Mathieu Lefort, vous pouvez nous parler notamment des ateliers que vous avez dans certains États membres et où vous réunissez pas mal de collectivités. Ouais. Alors, d'abord, peut-être, il faut dire qu'on est des convaincus du collectif. Alors, on a beaucoup utilisé l'expression chasser en meute, ou si vous préférez charger en môle, si vous préférez le rugby. Mais on est persuadé qu'on a évidemment plus d'impact quand on emmène un collectif que quand on va prospecter individuellement, essayer de toucher un donneur d'ordre. Parce que pour nous, pour nos bureaux, c'est évidemment toujours beaucoup plus facile d'ouvrir la porte d'un grand donneur d'ordre quand on lui emmène une délégation de plusieurs entreprises. Évidemment, on aura au préalable pris la peine d'identifier les opportunités, les besoins de ce donneur d'ordre, et on lui amène des solutions, des offres de solutions qui vont répondre à ses besoins. Et là, quand on arrive en collectif, ça marche plutôt bien en général. Et là, quand on veut avoir une approche collective, il y a 2 cas de figure. Soit on a déjà un grand événement phare dans une filière auquel on va essayer de s'adosser. J'en ai en tête 2. On a beaucoup parlé de mobilité. Dans l'électrification des véhicules, il y a le symposium EVS qui a eu lieu à Oslo l'année dernière, qui aura lieu à Sacramento aux États-Unis l'année prochaine. Et là, on va se raccrocher à cet événement pour rester en Europe. Si on parle de la ville durable, la Smart City, il y a Smart City Barcelone, la grande expo qui réunit toute la filière. Évidemment, on va monter un collectif sur ce grand salon, ce grand événement. Mais notre plus-value, elle n'est pas de proposer un pavillon et des mètres carrés aux entreprises et aux startups qu'on va accompagner. Notre plus-value sur un événement comme ça va être de faire venir les donneurs d'ordre. Et alors là, pardon, je suis obligé de prendre mes notes pour être sûr de bien le prononcer. Mais là, nos bureaux nous ont aidés à identifier les villes de Logrogno en Espagne, Florence en Italie, Stockholm en Suède et Réseau en Pologne, qu'on va faire venir sur Smart City, parce qu'on a identifié leurs besoins. Et là aussi, pour être encore plus clair, si je prends l'exemple de Logrogno en Espagne, qui est une commune de 150 000 habitants, on nous a indiqué qu'il disposait d'un budget de 5 millions d'euros pour développer la gestion autonome et interconnectée des services publics, du risque, des flux de mobilité, des processus administratifs, de l'éclairage public et des bâtiments intelligents. Donc ils viennent avec des besoins très très concrets
pour qu'on leur propose des solutions et qu'on les mette en relation avec donc l'offre française qu'on aura mobilisée sur cet exemple. Ça, c'est le premier cas. Pour nous, c'est un peu le best case scénario. Il y a cette opération phare. Et puis, quand il n'y a pas d'opération phare, quand il n'y a pas d'événement phare, on va essayer de le créer de toutes pièces. C'est ce qu'on fait, par exemple, depuis 6 ans. On organise un colloque sur la ville durable en Roumanie, puisqu'il y a plus de 860 projets de Smart City qui ont été développés dans 160 villes dans ce pays. Et on essaye là aussi, faire du prosélytisme et de prêcher la bonne parole pour promouvoir l'offre française, les solutions françaises. Et puis, évidemment, les donneurs d'ordre sont une cible très importante pour nous, mais on cible aussi, et c'est peut-être le dernier exemple que je voulais citer, on cite aussi les VC, et on organise également, après avoir cité la Méditerranée et l'Europe centrale, je parlais des Nordiques tout à l'heure, par exemple, on va organiser en 2023 des Nordic Investor Green Tech Days pour mettre en relation des start-up avec des ventures capitalistes, évidemment, qui cherchent des solutions dans les clean tech. Et on aura notamment Husqvarna, Norsken, Verdane, donc des VC qui cherchent à investir dans des nouvelles solutions et là qu'on va mettre en relation avec... Donc évidemment, les collectivités sont une cible, mais on essaye d'apporter d'autres solutions. Pour donner un exemple concret, pardon. Oui, et du coup, ça fait le lien très intéressant avec le projet Big Buyers que Kenya effectivement dirige pour le compte de la commission. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots. Oui, c'est clairement ça. On a bien dit qu'un peu le souci, c'est de mettre en relation les nécessités, les needs des villes avec l'offre des startups, des SMEs, parfois aussi qui ne sont pas dans les mêmes pays. Parce que qu'est-ce qu'on a vu, parfois il y a vraiment des solutions qui sont pas facile à trouver pour une ville qui est en France. Parfois, c'est un start-up qui est au nord de la Norvège. C'est vraiment l'idée de big buyers. Et parfois, il y a aussi des solutions qui n'existent encore pas. Mais c'est bien de les bien communiquer pour trouver parfois des fonds d'investissement pour trouver cette solution innovante. Alors, c'est vraiment les bouts des Big Buyers, cette initiative de la Commission européenne, qui en mettre en connexion les Big Buyers sur les grands acheteurs de la commande publique, les grandes villes, mais aussi le niveau régional, les hôpitaux, avec des startups, des SMEs qui sont en train de développer des solutions innovatives. Ici, c'est intéressant qu'on travaille maintenant sur 4 sujets qui ont été choisis par les Big Buyers. Ce sont vraiment 4 sujets qui nous disent, OK, ça sont les 4 areas où c'est clair qu'on ne peut pas travailler toute seule. Les premières, c'est Zero Emission Construction Site. Comment on traduit ça? Les sites de construction zéro émission. Les deuxièmes, c'est lesquels que je suis plus personnellement, c'est vraiment la transition électrique des véhicules lourds, surtout pour bien nettoyer pour la récolte des déchets et nettoyage des rues. Ça, sur notre endroit, sur notre thématique où il n'y a pas encore de solutions innovantes, les solutions innovantes ne sont pas encore vraiment connectées avec les nécessités des villes. La troisième partie, tout que c'est la transition digitale aussi des hôpitaux, mais aussi la transition de sustainabilité. C'est vraiment là que beaucoup de nouvelles nécessités sont venues avec les Covid. Et la quatrième, circular construction, ça, la construction circulaire, c'est vraiment tous les villes maintenant travaillent sur cette area-là et mais surtout sur ce type de matériaux très difficiles comme l'asphalte. Il y a vraiment pas encore des marchés où il y a des marchés qui sont très très nationaux qui parfois c'est super difficile pour une ville en Espagne ou au Portugal d'accéder à cette nouvelle solution. Alors c'est vraiment là qu'on cherche de créer cette connexion et on cherche aussi de partager comment on peut faire des achats publics plus innovants et surtout comment on peut favoriser les PME et les startups aussi. Quelles conditions on peut créer dans les marchés publics. C'est un peu ça et c'est juste pour finir, c'est très très intéressant que finalement une des moments qu'on a trouvé, parce que maintenant c'est 3 ans qu'on travaille sur ce projet, c'est que la partie plus difficile c'est vraiment de travailler avec des startups et des SMEs qui sont pas dans les mêmes pays. Parce qu'il y a encore aussi les acheteurs publics, ils préfèrent travailler avec les compagnies, les industries qui sont dans leur pays. Et ça, c'est vraiment, c'est aussi ça qu'on cherche à changer, parce qu'autrement, on reste pas, on n'arrive pas à développer, à faire un scale-up de les bonnes solutions qu'il y en a partout en Europe ou au dehors aussi de l'Europe.
Oui, alors du coup, pour compléter ce que dit Anya, en fait, on était sur un pilote qui donc aura duré presque 4 ans en tout. Et donc là, comme il s'agit d'un pilote, on va partir sur un mode scale-up. Et donc à partir de l'année prochaine, on va élargir ce réseau, créer d'autres groupes de travail sur des sujets green, enfin verts et social. Et on va aussi avoir des groupes de travail sur décarbonation, mobilité et dans le sujet de la santé, dans le sujet aussi du Fair ICT, donc vraiment acheter des solutions technologiques, mais on va dire beaucoup plus durables, travailler sur la circularité, notamment dans l'ICT aussi. Enfin voilà, il y a toute une ambition, et cette ambition-là, elle a été vraiment, c'était une approche totalement bottom-up, c'est-à-dire que c'est quelque chose où ce sont les acheteurs qui eux-mêmes décident d'aller creuser ces sujets qui sont beaucoup plus complexes. Et nous, là-dessus, ce qu'on accompagne, c'est qu'on va financer en fait, toutes les rencontres, toutes les réunions, tous les frais de voyage qui sont afférents. Et on sait que pour les collectivités, c'est clairement une barrière. Et aider vraiment que ces groupes puissent élaborer. Et donc en termes de livrables, ils élaborent soit des débuts de cahier des charges communs. Ils vont beaucoup discuter des critères de sélection, comment aussi évaluer ces offres. Ils vont avoir cette démarche où ils vont avoir une déclaration conjointe de demande, donc ils vont essayer de standardiser la manière dont ils vont rédiger la demande auprès du marché. Donc c'est toute cette démarche-là qu'on subventionne, entre guillemets, pour que les acheteurs publics puissent au niveau européen, en tout cas, s'adresser de manière conjointe au marché. On sait que la fragmentation, ça a un coût, et aussi pour les entreprises, c'est pas forcément facile. Par rapport aussi à ce que fait la Commission européenne sur ce sujet-là, on va avoir d'autres types d'actions, et notamment des actions vraiment de financement. On va financer l'émergence d'intermédiaires, des brokers qui vont aller sourcer la demande d'innovation, donc aller chercher les acheteurs publics pour vraiment les aider à qualifier leur demande d'innovation, les accompagner là-dessus, et de l'autre côté, aller sourcer l'offre d'innovation et amener ces deux mondes à vraiment discuter ensemble sur des projets d'achat. Donc on n'est pas en train juste de parler sur des ambitions que nous avons, mais on va vraiment chercher dans leur programmation achat ce qui est vraiment qui peut s'orienter vers des solutions innovantes. Et on a un autre type d'action aussi de financement où on va aller financer l'achat de la solution. Donc, on va accompagner les acheteurs publics en dérisquant financièrement et en accompagnant vraiment sur le budget achat à hauteur de 30% l'achat de la solution innovante. Donc, on voit bien qu'en ayant ces deux actions, ça permet finalement aux collectivités de prendre un petit peu le risque, je dirais, d'investissement, parce que de l'autre côté, c'est aussi ça qui peut être une difficulté aussi pour elles. Ariane, au CEREMA, vous nous disiez que vous accompagnez aussi sur la création de démonstrateurs. Vous pourriez nous dire comment justement vous travaillez avec les collectivités et les offreurs de solutions innovantes, et aussi, une fois que les démonstrateurs sont en place, comment ça peut donner lieu à potentiellement des achats par la suite, si c'est possible? Alors les démonstrateurs, c'est plutôt ce vers quoi nous tendons actuellement. Donc je vais reprendre peut-être du départ pour arriver à ces démonstrateurs. Donc nous au CEREMA, comme je disais tout à l'heure, on est un établissement qui a à la fois de la recherche partenariale, qui a le CEREMA Lab comme dispositif d'accompagnement et d'accélérateur des solutions innovantes via les entreprises. Donc dans ce cadre-là, comme on est expertise d'ingénierie territoriale, on a évidemment tout un tas de documentation qui peut aider les collectivités à faire leur choix quelque part, d'autant plus qu'il y a tout un tas d'équipes de recherche qui sont en recherche partenariale, donc c'est quelque chose qu'on essaye de développer notamment au travers de l'Institut Carnot Climadapt. Donc il y a tout cet éventail-là, et puis après j'ai envie de rezoomer sur le CEREMA Lab dont je parlais tout à l'heure, qui vous l'avez compris est vraiment là pour identifier des entreprises qui offrent des solutions innovantes, mais vraiment qui peuvent répondre à une solution concrète pour les collectivités, y compris métropole, etc. Donc là, tout à l'heure, je disais, il y a eu des appels à projets, il y a eu un certain nombre de dépôts. Je peux prendre quelques exemples. Alors, je vais en prendre un, en fait, et puis je pourrais en citer rapidement un autre, mais
On a des partenariats avec, par exemple, une start-up qui s'appelle Novia, qui est une start-up de l'université Gustave Eiffel, de l'ENTPE et du CEREMA, qui est sur tout ce qui est gestion de trafic. Je le mentionnais tout à l'heure comme exemple. Donc voilà, c'est un exemple typique de ce qu'une collectivité peut avoir, et en particulier une métropole, parce que gestion de trafic, c'est gestion du flux en temps réel. Enfin, on peut très bien imaginer ça, c'est le cas en Île-de-France, on peut imaginer ça sur des gros axes. Donc là, il y a eu tout un travail avec des simulateurs, tous des outils. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et au-delà de ça, pour arriver au fameux démonstrateur, donc là, au travers des appels à projets et des 2 années d'expérience qu'on a avec le CEREMA Lab, c'est vrai qu'on tend vers cette idée de démonstrateurs territoriaux. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, on a ce changement de gouvernance où on est facilitateur encore plus auprès des collectivités qui deviennent progressivement nos adhérents. Donc, on a ce positionnement de tiers de confiance où on se dit, ça serait bien d'aller vers des démonstrateurs territoriaux. Alors, ça se fait déjà un peu, mais c'est pas encore, c'est plutôt un objectif. Donc, on va avoir de nouveaux appels à projets qui vont être lancés. On réfléchit dessus et l'idée, ça serait vraiment d'avoir des démonstrateurs territoriaux où il y aurait la collectivité territoriale qui fournit le terrain d'expérimentation. Donc, et l'entreprise qui fournit la solution innovante. Et ensuite, il y a un retour d'expérience qui fait que l'entreprise peut améliorer et bonifier sa solution innovante et que la collectivité, de l'autre côté, améliore sa pratique progressivement. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête pour aider, pour fournir un accompagnement au travers de démonstrateurs territoriaux qui sont simplement sur qui vient du positionnement du CEREMA en tant que tiers de confiance auprès des collectivités. Donc, voilà. Philippe Rapin, quand on a échangé notamment sur cette question de comment aborder finalement les acheteurs publics, vous avez évoqué un certain nombre de barrières à votre avis, comment en fait aujourd'hui, la commande publique, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la commande publique puisse s'adresser plus particulièrement à votre solution ou aux solutions des startups? Est-ce que les démonstrateurs qu'évoque Ariane peuvent être un premier levier? Oui, absolument. Que ce soit les démonstrateurs, que ce soit le big buyer ou alors le financement que vous proposez de 30%. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est toujours relativement facile d'accéder à des expérimentations, à des pilotes pour lesquels il y a des financements qui sont souvent soit des petits montants ou alors sous forme de subventions. Mais l'enjeu et la barrière ensuite, c'est dans l'achat, c'est comment pérenniser une solution. Donc là, le souci numéro... Enfin, il n'y a pas de priorité, mais le premier souci qui me vient en tête, c'est le budget. Tout simplement, c'est que pour faire un achat innovant, ça veut dire qu'il faut déjà l'avoir défini en amont. Donc pour faire un achat, il faut définir ce qu'on veut acheter. Donc pour ça, il faut faire un programme ou une définition de besoin. Sauf que dans l'innovation, c'est difficile de faire une innovation de besoin précise. Donc il y a cette première barrière. Ensuite, c'est la notion de budget. Donc ensuite, il faut, quand une collectivité prépare son budget annuel, il faut qu'elle anticipe ses besoins à 1, 2, 3, 4 ans. Donc souvent, les solutions innovantes ne font pas partie de ces budgets-là. Du coup, des gens comme nous et d'autres startups, on se retrouve avec les miettes de budget à être là, tiens, est-ce qu'on peut pas trouver 2-3 sous par-ci par-là parce qu'on n'est pas budgété, et du coup, il faut eux-mêmes qu'ils le justifient, etc. Donc il y a un souci. Donc le démonstrateur clairement permet non seulement de montrer une solution, mais aussi de la diffuser au plus grand nombre et à travers le CEREMA tiers de confiance. Enfin, c'est super d'avoir ce porte-parole expert qui valide des solutions. Ensuite, sur l'innovation, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que le problème de l'innovation, c'est que c'est aussi transversal. Donc là, on se retrouve sur un autre sujet. Souvent, une ville fonctionne en silo fonctionnel. Là, l'innovation, on parle de sujets transversaux. Donc là, on se retrouve sur une réorganisation. Enfin, comment percer les silos. Quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, sachant que je trouve que mon intervention juste d'avant était un peu négative, c'est qu'il y a de plus en plus au sein des collectivités, sachant que moi je fais ma carrière finalement auprès des collectivités, je suis
ultra impressionné de voir l'énergie et l'innovation et les acteurs du changement au sein des collectivités. Pour être honnête, je trouve que ça se passe beaucoup plus vite que ce que j'aurais imaginé. Donc ça, c'est énormément d'espoir. Donc collectivement, toutes ces solutions vont réussir à faire émerger ces solutions et surtout les rendre pérennes, parce que je crois que c'est l'enjeu des startups. Celles qui sont un peu, disons, on peut dire en caricaturant, celles qui sont à peu près crédibles passent les premiers filtres, mais ensuite pour passer en solution pérenne, là, j'avoue que c'est un gros enjeu collectif. Très bien. Il nous reste 15 minutes avant la fin de cette table ronde. Et avant de prendre quelques questions, s'il y en a, j'aimerais à chacun vous donner un petit mot pour conclure. Peut-être en commençant par vous, Mathieu Lefort. À votre avis, là vous faites déjà beaucoup de choses, mais quel est peut-être le pas de plus à faire parce que là on peut plus parler d'accélération, il y a tellement d'urgence qu'il faut que ça se passe maintenant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus, à votre avis? Peut-être rappeler, je l'ai cité tout à l'heure, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rendre les choses plus simples. C'est pas quand on s'adresse à des startups qu'on va dire l'inverse, mais déjà, simplifier le dispositif d'aide, d'accompagnement que je représente, et on a essayé d'alléger le millefeuille, qui n'est pas seulement une spécialité gastronomique française, mais qui était très présent, et ça a été notamment la création depuis 2018 de ce que j'ai cité tout à l'heure, la Team France Export, qui regroupe différents acteurs qui chacun apportaient des solutions pour les entreprises, pour les aider dans leur développement. On les a toutes réunies, on a regroupé leurs offres pour qu'elles soient simplifiées et gagnent en lisibilité. On a essayé de créer, et dans ces solutions, il y a les solutions qui sont apportées par BPI, on a entendu Nicolas Dufour tout à l'heure, j'y reviendrai sur le financement, il y a les solutions qui étaient apportées de préparation, de coaching par des chambres de commerce, il y avait des solutions pour la propriété intellectuelle apportées par l'INPI, tout un tas de solutions qui étaient apportées par tout un tas de différents acteurs qu'on a essayé de rassembler sous une seule et même appellation, donc Team France Export. On a essayé de créer aussi un guichet unique, ça a été cité tout à l'heure, et donc on a maintenant aussi des collaborateurs qui sont dans les territoires et qui sont là pour aller au contact avec les entreprises, PME, start-up, ETI, quelle que soit leur taille, on n'a pas de religion en la matière, pour les aider là aussi, c'est un service gratuit, pour vous aider à y voir plus clair dans les différentes solutions qui sont disponibles en fonction de votre business model, de votre stratégie, de vos besoins, et vous apporter une aide, et en tout cas essayer de vous aider à y voir un petit peu plus clair. Encore une fois, teamfrance-export.fr, vous allez trouver tout ça sur Internet. Et puis le dernier point qui a été mis en place, c'est évidemment personnaliser les aides, parce qu'il n'y aurait rien qui serait plus frustrant que de vous dire c'est dommage, parce que si vous étiez installé dans les Pays de la Loire, ils financent très bien telle politique, c'est un petit peu dommage. Donc sur ce site, vous le verrez, on a une approche régionale. Alors pardon, je reste très franco-français, mais on s'adresse à des entreprises françaises, et donc la première question qu'on va vous poser avant que vous ayez accès à ce site, c'est dans quelle région vous êtes installé, vous avez installé votre entreprise. Pour que quand vous allez poser la question de savoir à quel financement vous avez droit, on vous propose des solutions qui sont adaptées à vos besoins et auxquelles vous avez accès. Et pour finir sur les financements, on a travaillé aussi sur la complémentarité des aides. Nicolas Dufour tout à l'heure citait l'assurance prospection export. On a les assurances prospection accompagnement qui sont cumulables avec les aides régionales au développement à l'international, qui elles-mêmes sont cumulables avec les chèques relance qui ont été mis en place par Business France dans le cadre du plan de relance. Donc chèque relance export, chèque relance VIE, donc il y a tout un tas d'aides. Et peut-être pour finir là-dessus et conclure, c'est qu'on a essayé de tout faire pour simplifier le dispositif, faire en sorte qu'il soit le plus accessible possible, et vous convaincre évidemment qu'il y a ces opportunités et que l'international, c'est d'abord un levier de croissance supplémentaire
à votre disposition. Et comme le disait Ania, ma voisine, hein, la plus grande difficulté pour les collectivités, c'est de trouver des fournisseurs d'autres pays et mettre en relation des donneurs d'ordre d'un pays avec des offreurs de solutions d'un autre pays. Et on est vraiment là pour vous aider à le faire. Et beaucoup d'offres, enfin beaucoup de solutions sont à votre disposition. Merci. Ania, Au niveau des villes, vraiment, ils nous demandent de continuer à travailler sur le partage de bonnes pratiques, et sur vraiment comment avancer, comment faire des achats publics, des marchés publics, comment collaborer avec les startups et les SMEs. Malheureusement, il y a encore beaucoup de villes en Europe qui sont pas vraiment sûres comment faire ça, et qui parfois faire des achats publics sur des solutions qui sont innovantes. Parfois, ça veut dire prendre des risques, avoir des investissements qui sont peut-être plus chers, ou on va avoir des retards sur la réalisation du projet. Et ça veut dire parfois aussi c'est justifié avec la population, avec les citoyens et avec les politiciens. Que ça, c'est un peu le souci qui est vraiment. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment cette approche très différente en Europe entre certains pays, centres-villes qui vraiment prendre du risque, et des autres qui disent non, moi j'ai besoin de cette école, je vais le faire de la manière plus traditionnelle possible. Alors vraiment, on a besoin de continuer à investir sur ça. merci. Ariane? Oui, alors moi je voulais souligner, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, le positionnement vraiment du CEREMA qui peut ici intervenir comme tiers de confiance, hein, comme expert, qui peut apporter cette expertise à l'analyse de solutions que des collectivités envisagent de mettre en place. Et puis le petit plus, puisque c'était ça la question, eh ben, pour moi, c'est ce vers quoi on tend et que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de démonstrateurs territoriaux qui pourrait être un vrai plus, tout simplement parce qu'il y a cette idée de gain collectif pour les startups entreprises, pour bonifier leurs solutions, et pour les collectivités, pour améliorer leurs pratiques. Mais surtout, il y a ce caractère qui pourrait à terme être réplicatif et nous permettre de changer d'échelle et d'ampleur, donc, au vu de l'urgence du phénomène. Donc voilà. Et puis après, je crois qu'on ne peut qu'encourager à être référencé sur différentes plateformes, que ce soit la Green Tech Innovation, que ce soit la Banque des Territoires, etc. Enfin voilà, pour les startups et les entreprises, c'est un vrai plus aussi. Philippe, je crois que vous vouliez nous parler d'un petit peu d'espoir. Oui, tout à fait. Et tout d'abord sur Business France, témoigner qu'effectivement votre plateforme est ultra simple d'utilisation. Et typiquement, Urban Radar, on a pu en bénéficier sur différentes manières. Et c'est, d'un point de vue startup, c'est très facile d'utiliser. Donc, merci pour avoir fait tout ce travail de simplification. Effectivement, je voulais parler d'espoir quand on préparait la réunion, et puis aussi hier, monsieur Le Sueur du ministère de l'Environnement en parlait aussi. C'était moi, ce que je vois, c'est que en fait, on a dans notre équipe, enfin, c'est les nouvelles générations, en fait. C'est ces jeunes qui ont, je ne sais pas s'il y en a ici, mais qui ont 25 ans. C'est cette nouvelle génération qui réfléchissent différemment que ceux qui ont, du coup, plus de 25 ans, disons, pour simplifier, bien sûr. Et les valeurs qu'ils portent sont très différentes. Par exemple, nous, dans notre équipe chez Urban Radar, ils sont impliqués dans l'entreprise par rapport à l'impact qu'on a, par rapport aux valeurs qu'on porte, par rapport aux changements qu'on peut aider, ou auxquels on peut contribuer. Il y a même plus d'entreprises privées, publiques ou quoi que ce soit. On est vraiment, on sent cette génération à mission. Et du coup, pour moi, en tant que président de cette start-up, c'est génial, et c'est presque une obligation de garder ce rêve et de le rendre réalité, tout simplement par rapport aux enjeux environnementaux, résilience, etc. Donc, c'est l'espoir qu'on va réussir à faire changer les choses tous ensemble. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on est en train de faire par rapport aux exemples. Donc voilà pour moi mon commentaire, et naturellement, pas seulement pour la France, mais au niveau européen, bien sûr. Merci. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions, s'il y en a. Surtout si... Je crois que le micro arrive. Donc, bonjour, je m'appelle Farid, je représente une start-up qui s'appelle Tech for Gaia, qui s'est donnée pour mission de sauver le monde à travers les pollinisateurs.
faire très simple. Et salut, ça va? 2 éléments. La transversalité, effectivement, pose parfois problème, puisque je le vois avec certaines collectivités qui nous disent le sujet des pollinisateurs, c'est compliqué parce que vous nous parlez de data, puisque vous monitorez des colonies, vous nous parlez d'alimentation, puisqu'on parle de pollinisation, vous parlez de préserver la biodiversité, et vous nous parlez également d'aménagement du territoire. Donc finalement, qui prend le lead? Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément est sur l'expérimentation. Beaucoup de territoires sont intéressés par l'expérimentation, mais parfois l'expérimentation veut dire vous nous mettez à disposition les outils, puis ensuite on voit ce que ça donne. Donc finalement, qui finance ces expérimentations? Est-ce que c'est la start-up qui prend en charge? Enfin, voilà. Quelques éléments de réponse. Super vite, juste aussi, qui prend le leadership? Moi, je pense que vraiment, si on a vraiment une approche innovative, c'est qu'il y a vraiment aucun acteur qui prend le leadership. C'est vraiment des collaborations equal. Sur les mêmes nécessités et aussi sur les risques, parce que vraiment quand on parle des achats publics et il y a quelque chose qui n'a pas marché, on a des grands retards, des machines qui marchent pas, et c'est aussi le partage de risques et le partage des défauts et d'investissements. Ça c'est qu'est-ce que on a vraiment vu. Alors non, il n'y a vraiment pas quelqu'un qui doit prendre le leadership, mais tout qui doit collaborer sur les mêmes nécessités. Qui finance? Après, voilà, en fait, sur le qui finance, aujourd'hui, on a un programme, un projet qui s'appelle InnoBuyer, qui est financé par le Conseil européen d'innovation et qui vise à subventionner les acheteurs lorsqu'ils construisent par exemple des démonstrateurs, qu'ils vont développer des prototypes avec les startups. Donc ça permet en fait à ce que la startup n'ait pas à aller chercher de l'argent pour financer le prototype. Et donc tout ça se fait sur un contrat de partenariat, tout ce qu'il y a de plus classique, sachant que ce projet InnoBuyer vise clairement à financer prototype que s'il y a un projet d'achat derrière. Donc en fait, dans le projet, si vous allez sur le site InnoBuyer, vous allez voir, vous avez les quatre étapes en fait vraiment du co-développement, donc du stade de l'idée jusque, on va dire, la phase pré-commerciale. Et ensuite, vraiment sur le volet achat, il va y avoir un financement aussi pour accompagner les acheteurs sur la partie juridique, sur la rédaction du cahier des charges, etc., pour être sûr qu'il y a un budget associé à l'achat. Parce que la problématique que vous citez aussi là, c'est que c'est très bien, les pilotes, les démonstrateurs, etc. Et clairement, il en faut, je dis pas, on est tous d'accord là, c'est vraiment la voie qu'il faut ouvrir, il faut que les collectivités s'engagent plus là-dedans. Mais derrière, c'est comment on sécurise l'achat pour que l'entreprise se retrouve pas juste avec les résultats du démonstrateur et puis après, plus rien. Et la deuxième chose que nous, on essaie de mettre en place, donc il y a ce projet InnoBuyer, et ce projet InnoBuyer, nous, on va vraiment le faire, on va créer des synergies avec tous les autres projets qu'on finance, et notamment Big Buyers, par exemple. C'est d'essayer de faire en sorte que les startups qui ont participé à ces projets InnoBuyer après puissent avoir accès finalement à plus de contacts publics et puissent du coup créer des émules et vendre leurs solutions auprès d'autres acheteurs. Donc, on a bien vu qu'il y avait une problématique côté acheteur, qui était comment j'investis dans du co-développement. Mais comme le disait Anya, on le voit quand même dans les collectivités en Europe qui sont les plus matures sur le sujet, elles financent le développement. Ça fait partie de leur politique, elles le financent. Et, pardon, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ? Je vais vous poser une question. Ah, d'accord. Samira, en fait, c'est super, hein. Mais du coup, ce financement se fait sous quelle forme? C'est du financement subvention de recherche de RDI? Non, en fait, on va donner l'argent aux acheteurs qui vont trouver le véhicule juridique pour contractualiser l'expérimentation et puis l'achat. Les 3/4 du temps, c'est un contrat de R&D. En fait, purement classique. Et on va utiliser les résultats de la R&D pour ensuite travailler sur... sachant que le contrat de R&D s'arrête justement au démonstrateur. Donc juridiquement, on est un peu couvert. Mais il faut amener les acheteurs publics, c'est une question vraiment de culture, d'être investisseur dans la R&D. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la R&D, c'était dans les laboratoires, pour faire un petit peu, je dirais... court, hein. Mais ce mindset, cette culture de moi, j'utilise l'argent public vraiment pour développer de la R&D, sachant que les collectivités sont aussi là pour répondre aux besoins du citoyen, donc c'est pas évident. Et quand elles ont un rôle d'investisseur,
c'est une autre manière de collaborer aussi avec le marché. Donc tout ça, nous on l'accompagne. Je parlais de Big Buyers sur la partie vraiment groupe de travail, mais on a un autre volet qui est un volet de formation. Donc tous les acheteurs publics qui participent aux travaux de Big Buyers vont pouvoir bénéficier d'une formation au management de l'innovation, au management de risque. Ils ont aussi une formation pour leur donner un vernis développement durable, je dirais, et vraiment les accompagner pour qu'ils puissent être les acteurs du changement dans leur organisation. Parce que vraiment, c'est ce qu'on voit comme étant nécessaire. Je suis en train de manger le temps sur les questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le public. Non. Autrement, tout juste super vite sur les fonds, et peut-être vous connaissez déjà Horizon Europe, qui est notre fonds d'investissement sur la recherche et l'innovation. Et ça, on a vu que ça marche super bien parce qu'en fait, les projets les plus innovatifs, les plus vraiment qui portent des résultats aussi sur le long terme. Après, les projets sont les projets où on a vraiment un confort, un partage des grandes industries, des acheteurs publics, des petites SMEs, des startups et les citoyens. C'est les citoyens qui sont là pour dire qu'est-ce qu'on a besoin vraiment sur les territoires. Et ça sont les projets qui, normalement, ce sont 3-4 ans, mais on voit les résultats aussi 10 ans après. Ça vous montre qu'est-ce qu'on a pu constater. C'est un autre. Et au niveau national, il y a des autres investissements aussi similaires de Horizon Europe. Très bien. Bon, moi, je vois qu'on a respecté le temps. Merci à vous tous et j'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse. Merci.